C'est le retour de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Après une petite pause un petit peu due à l'actualité, ne vous inquiétez pas, vous aurez sous peu le podcast et le numéro de ce podcast consacré aux 8 heures de Bahreïn, la finale du WEC. Mais pour ce numéro de la semaine, nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique avec Laurent Mercier qui s'est rendu à Daytona en Floride, d'une part pour Daytona Classic, et d'autre part pour cette semaine les essais de l'IMSA Sanction Test, les fameux essais de pré-saison qui sont disputés chaque fin de saison précédant la nouvelle, et avec cette année pas mal de nouveautés puisque nous aurons avec Laurent une discussion autour des nouvelles GTP, les versions américaines des LMDH, avec notamment la nouvelle Cadillac V-Series.R, la nouvelle BMW M Hybrid V8, la nouvelle Porsche, la nouvelle Acura, mais également les nouveautés du côté du GT3 avec la Ford Mustang GT3 Evo, la nouvelle Porsche, la nouvelle Ferrari. Tout ça, c'est au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, salut, tu es donc en Floride pour l'IMSA Sanction Test en cette fin de semaine, le 15 novembre, au moment où nous enregistrons ce podcast, où les concurrents de l'IMSA disputent ces essais de pré-saison avec notamment les dernières données à intégrer pour l'IMSA, pour l'établissement des différentes balances de performance. Et cette année a une importance un petit peu particulière puisque pas mal de voitures version Evo seront de la partie en 2026. Donc pour les officiels de l'IMSA, ces journées de roulage sont d'importance. Mais Laurent, je te propose de commencer par le meeting classique, le meeting historique sur lequel tu t'es rendu précédemment, toujours sur ce mythique circuit de Daytona avec Daytona Classic. C'est un petit peu l'occasion, Laurent, de faire le point tous les deux sur cette scène historique, et plus particulièrement du côté des États-Unis, avec des plateaux, j'imagine, conséquents, et en plus il y a quand même un vrai aspect sportif. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce meeting sur lequel tu t'es rendu il y a quelques jours ? Salut Pierre, écoute, en plus des essais IMSA et Daytona Classic, faut aussi parler du soleil quand même, hein. Ce qui est mieux qu'ici en France, Oui. même si les Et températures sont très douces, ouais, j'imagine que c'est pas mal. même si en début de semaine à Daytona, il y avait, je crois qu'il y avait 2 degrés le matin, mais bon, ça a vite quand même remonté. Mais ouais, Daytona Classic. Alors moi, c'est pas la première année que je viens à Daytona Classic, parce que je suis venu, mais pas 2, 3 fois déjà avant le Covid, sur un meeting qui est quand même, alors on appelle ça Daytona Classic, mais ça, le panel est quand même très large parce que ça va des voitures des années allez 60, il y en a quelques-unes, à des voitures de 2023. Donc aux États-Unis, on a coutume de dire que tout ce qui ne roule plus en compétition actuelle est du domaine de l'historique. Oui, on voit notamment la Cadillac DPI, notamment, qui est quand même très récente, Bah, quoi. ou l'Acura aussi. L'Acura RX-05 aussi qui était là. Donc on a quand même des voitures qui sont très très récentes. Mais c'est un peu ce qui fait le charme des États-Unis, où tu peux avoir une voiture qui roulait en NASCAR, alors pas forcément dans le même plateau parce que les plateaux sont différents, mais une voiture qui roule en NASCAR avec un prototype DPI ou une Porsche des années 70. Les plateaux sont conséquents, Laurent, on peut le voir, notamment au vu des listes des engagés. L'engouement post-Covid, du coup, puisque bon, toi, tu peux faire le comparo entre les deux périodes. On garde toujours des grilles garnies où il y a encore un engouement un peu plus spécifique. Je trouve que cette année, c'était un poil moins, enfin, depuis le Covid, c'est un poil moins garni parce que dans le passé, tu avais quand même pas mal d'Européens qui faisaient transiter leur voiture vers les États-Unis parce que c'était moins cher. Enfin, c'était moins cher que maintenant. C'était encore assez facile. Il n'y avait pas toutes ces histoires de taxes et de frais de douane. Donc, on a quand même moins d'Européens qui viennent maintenant, même si on a vu qu'avec Iconic Racing, qui faisait quand même rouler 3 voitures de 3 époques différentes et qui est reparti avec les 3 victoires dans les 3 plateaux, avec aussi bien la Lola T70 que la Cadillac DPI et la Dodge Viper GTSR de Florent Moulin. Donc pour eux, ça a été un déplacement gagnant, mais c'est un petit peu plus compliqué pour avoir discuté avec les gens de l'IMSA, parce que c'est l'IMSA qui organise ce championnat historique Sports Car Racing depuis maintenant quelques temps. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire revenir aussi des concurrents qui viennent d'Europe, mais c'est pas toujours simple, hein. Donc là, on avait quand même affaire à 90% ouais, plus de 90% de pilotes de concurrents américains. Est-ce qu'on voit des pilotes qui sont aussi engagés en moderne, qui sont toujours engagés sur cette partie classique, ou ça reste deux plateaux, enfin deux catégories assez séparées ?
Bah avant, t'avais quand même pas mal de pilotes, on va dire historiques. Moi, j'ai vu rouler ici Jochen Mass notamment, Brian Johnson, qui est plus connu pour ACDC que pour piloter, mais qui était quand même là. On a eu Hans Stuck aussi qui est venu, donc fut un temps où il y avait quand même pas mal de voitures parce que les constructeurs aussi amenaient eux-mêmes des voitures historiques que ces pilotes-là, qui sont un peu ambassadeurs, pouvaient rouler. Et là, maintenant, t'as moins de pilotes modernes. Il y a Jim Pla aussi qui a roulé là il y a quelques années. Il me semble que Jules Gounon aussi est venu rouler. Et là, bon, si, t'avais Marcel Fessler, t'avais Johannes Van Overbeek, il y a Guy Cosmo aussi qui roulait sur une Acura. Donc t'as quand même quelques pilotes modernes qui font partie du déplacement américain. Ouais. Bon, ok, ça reste une course. Ok, tu roules jour et nuit, c'est un peu comme le Mans classique. Maintenant, bon, on va pas se mentir, c'est bien de gagner, mais c'est quand même pas mal de gentleman drivers qui sont contents aussi de faire rouler leur voiture. Et il y a plus le côté originalité de rouler à Sebring que aussi le côté sportif. Tu prends le cas de Funio par exemple, qui est le constructeur Manso, qui vient ici avec une SP05 Evo, qui roulait dans une catégorie un peu spécifique, mais en même temps que des voitures bien plus puissantes, tu vois. Donc c'est difficile de faire un comparo. C'est quand même moins, c'est plus du, je sais pas si on peut dire du fun, parce qu'il y a quand même une compétition, mais c'est plus du plaisir que de la Oui, bien compétition à sûr. l'état pur, Oui, comme on oui, peut je l'entendre comprends. en moderne, tu vois. Bon, du côté des voitures, tu as cité quelques modèles assez mythiques, hein. On parle de la Dodge Viper. Qu'est-ce que tu as pu admirer comme modèle vraiment sympa sur ces roulages en Daytona classique? Moi, en fan du Super GT, il y a une Nissan, il y a une Nissan GTR qui a roulé en Super GT il y a quand même maintenant pas mal d'années, qui était là déjà quand j'étais venu. Et voir une caisse du Super GT rouler aux États-Unis, c'est quand même assez fantastique. La Dodge Viper, forcément, parce que la Dodge Viper reste la Dodge Viper, qui est devenue quand même une voiture iconique. Et surtout que celle-ci, elle avait fait cinquième à Daytona en 2000, hein, l'année de la victoire d'Oreca. C'est ce que j'allais te demander. C'est vraiment un châssis qui, en plus, a un lien avec Daytona, ce Ouais, châssis de la Viper d'Iconic Racing, ouais. ouais. Et puis, voiture pilotée à l'époque par notre ami Vincent Voss. En plus. Donc là, il y a un À, lien Day- avec le moderne, en plus. à Daytona. Donc, une voiture qui a quasiment pas été, enfin, qui a été restaurée, mais qui a pas connu une restauration de A à Z, puisqu'on vous encourage à lire l'article qu'on a publié sur Endurance Info, où Florent Moulin raconte un petit peu l'histoire de ce châssis qui est resté enfermé dans un conteneur pendant X années au bord de la mer Baltique. Et c'est une voiture, quand tu vas discuter avec, ne serait-ce qu'avec Florent ou même avec Marcel Fessler, qui lui roulait dans la Lola et dans la Cadillac. Les mecs, ils ont la banane quand ils sortent de la voiture. Tu vois, donc franchement, oui, les plateaux sont assez hétéroclites. Oui, Daytona n'est peut-être pas forcément le circuit le plus fun en termes de pilotage, mais ça reste Daytona. Et la finale du championnat, alors pas le championnat endurance, mais le championnat sprint sera à Sebring début décembre. Là, il y aura moins de voitures hein, quand même, mais Sebring c'est un peu différent. Mais je trouve que c'est toujours sympa de mettre sur la piste des voitures aussi différentes, puis ça permet aussi de revoir des voitures. Tu vois, il y a celle qui avait fait la pole aux 12 heures de Bathurst aussi il y a quelques années avec la Porsche Absolute Racing. Donc tu revois des voitures que tu as vu rouler il y a quelques années. Et je trouve ça, même les vieilles Daytona prototypes que tout le monde trouve évidemment pas très belles, ce qui est entre nous est un peu le cas. Mais pour nous, Européens, c'est sympa de les voir parce que tu pouvais voir que ces voitures que quand tu venais voir les 24 heures de Daytona, enfin, ou le championnat Grand Am, et voir ces voitures ici, ouais, moi, il y a les voitures visite Florida avec les coyotes d'épée. Bah, moi, ça me fait kiffer parce que ça rappelle aussi quand on était là, donc il y a quelques années. Donc c'est, ouais, non, c'est plutôt pas mal. On a pu discuter hier assez longuement, s'entretenir avec John Doonan, qui est le patron de l'IMSA. Outre le côté moderne, l'IMSA tient vraiment à mettre en avant ce championnat historique. Il y aura d'ailleurs une course encore qui sera en ouverture des 24 heures de Daytona au mois de janvier, avec des voitures assez récentes, puisque je crois que la période c'est 1990-2010. Mais il faut que ce soit des voitures qui aient un passé avec les 24 heures de Daytona, tu vois. Donc c'est pas n'importe quoi comme voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on va pas se mentir, c'est un peu moins bling bling que les courses historiques en Plus Europe. racing, quoi. À l'américaine. Bah, en fait, bah, même si le championnat HSR a des partenaires, je veux dire, t'as pas de loge, t'as rien. Tu vois, c'est très bon enfant. T'as de plus en plus de public. Franchement, moi, je me souviens les premières années où je venais ici, j'étais quasiment tout seul, même aussi bien en spectateur qu'en journaliste. Et là, ça commence à vraiment à prendre de l'ampleur. Il y avait beaucoup plus de public, beaucoup de camping-cars sur le bord de la piste, un peu comme aux 24 heures de Daytona, beaucoup de gens qui viennent avec des voitures d'époque. Et ça prend vraiment de l'ampleur. Et c'est le plaisir à tout prix. Et il n'y a pas de,
Ouais, c'est un peu viens avec ta voiture et de toute façon, même si t'as pas de groupe, on va te trouver un groupe pour la faire rouler. C'est un peu ça le leitmotiv, tu vois. Alors qu'en Europe, c'est vachement plus carré. Si tu lis le règlement sportif, notamment pour le Mans Classique l'année prochaine, t'as des handicaps temps en fonction si t'es silver, gold, platinum. Si t'es propriétaire de la voiture, t'as pas le même handicap temps. Ils mettent en place maintenant ce qu'on appelle, on en reparlera dans un article sous peu, mais un burden of glory. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de contraintes. Ici, enfin, c'était la course à l'américaine, quoi. Donc c'est vachement plus ouvert. Y compris pour les médias, j'imagine. Ça doit être quand même assez sympa d'y travailler parce que il y a quand même moins le stress aussi de la compétition moderne. On sait que c'est quand même des choses un peu différentes en philosophie. Et là, j'imagine qu'encore plus, là, sur une épreuve comme ça doit être facile d'aller voir les gens. Ben là, tu vas voir les gens et même quand tu vas voir les pilotes ou même des gens que tu connais pas ou tu poses des questions, les gens sont même étonnés que tu t'intéresses à eux. Et c'est des gens qui sont prêts à transmettre, qui sont prêts à te parler, qui sont prêts à te raconter l'histoire du châssis. On a d'autres articles en prévision là pour l'hiver, hein, qu'on publiera au fur et à mesure de l'hiver. Je fais partie des gens qui pensent que l'historique a un bel avenir, mais maintenant un bel avenir jusqu'à une certaine période. Je suis pas sûr que les voitures actuelles, notamment les hypercars, qui sont quand même des voitures compliquées, tu vois là, bon, après, je pense que les vraies on s'arrête à la génération des DPI. Tu vois, jusqu'au DPI, ça va encore. Quand tu vas discuter avec Iconic Racing, ils te disent, bah, une DPI, oui, c'est une grosse Une P2. P2, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, tu peux arriver à la faire rouler avec une équipe, on va dire, entre guillemets, à taille humaine, une équipe réduite où t'as pas besoin d'une armée d'ingénieurs ne serait-ce que pour la démarrer. Quelque chose de bien. Donc écoute, enfin pour moi je trouve que c'est une belle expérience et ouais, je pense qu'il y a de l'avenir dans le moderne et je pense que le championnat qui est monté conjointement par la COSRO en Europe avec le GT3 Revival Series, je pense que c'est un championnat qui va connaître le succès sur la piste. Est-ce que les gens vont s'y intéresser? Bah ça c'est l'avenir qui nous le dira parce que c'est quand même des voitures assez récentes. Mais là voir une Funio, tu as une Funio et tu vas un peu plus loin, tu as une Bizarini, tu vois, et tu as des trucs, une Porsche 962 et il y a de tout. Donc c'est assez, faut un peu chercher, faut un peu gratter. Et comme tout est sous le paddock, tout est un peu en commun, tu vois, c'est pas des plateaux. Autant les plateaux en piste sont bien spécifiques, autant dans le paddock c'est un peu one again. Donc ça fait partie du charme. Et Laurent, du coup, là, tu es donc revenu au circuit de Daytona, mais cette fois pour la partie moderne avec donc ce fameux sanction test de l'IMSA, les essais préparatoires à la prochaine campagne américaine en 2026. Comme je le disais en introduction, Laurent, cette année, hein, le sanction test revêt une importance un peu plus spéciale pour pas mal d'équipes parce qu'il y a des nouvelles voitures. On va commencer par ordre alphabétique avec Acura qui amène une voiture légèrement évoluée. C'est peut-être pas celle qui a le plus évolué, mais il y a quand même déjà une version Evo pour cette voiture. Non, c'est pas celle qui a le plus évolué visuellement parlant. Et en plus, si tu regardes enfin, tu vois, si elle était carbone encore, ce serait peut-être un peu plus facile à voir. Mais là, vu qu'elle a les couleurs, si tu veux, de l'année passée, donc c'est un petit peu plus. C'est pas la voiture, on voit le plus le côté Evo, contrairement à la BMW et la Cadillac notamment. La BM justement, Laurent, BMW avait présenté il y a quelques semaines hein, cette Evo 2026 avec principalement une face avant revue pour notamment améliorer tout ce qui est refroidissement et aérodynamique. On sait que BMW avait déjà utilisé un Joker Evo pour cette campagne 2025 qui a été tournée autour des freins. Laurent, cette BMW, tu as pu la scruter de près. Est-ce que c'est une vraie évolution, notamment sur cette partie avant? Ça change beaucoup de choses ou on est plutôt de l'évolution un peu sous la carrosserie, on va dire. Ouais, alors c'est un peu un tout, c'est un peu un mix, mais c'est sûr que la face avant, on voit quand même qu'il y a quand même des évolutions. Et pour avoir assez longuement échangé hier avec Dries Vanthoor, lui il te dit la voiture elle est identique et différente. Tu vois, donc notamment en termes de pilotage. Bon, évidemment, lui il retrouve la même voiture que l'année passée, mais avec toutes les petits problèmes qui sont un petit peu gommés. Et alors pour l'instant hier, on était à quoi? À 8 secondes, je crois, à 8 secondes, à 8 dixièmes, pardon, en termes de chrono, mais il y avait plus le côté découverte. Et en plus de ce côté découverte, il faut penser que c'est plus RLL, mais maintenant WRT, et que tout ça, ça demande du temps, que il faut que tout arrive à travailler ensemble. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore à 100%. Il y a vraiment très peu de personnes de chez RLL qui sont là pour aider, mais il y a quand même une transition à faire. Et c'est vraiment WRT qui prend la main et tu regardes et tu vois des têtes que tu connais chez WRT, que tu as vu sur le programme Wake ou que tu as vu en Europe.
Mais tu as aussi des Américains qui sont venus se greffer, qui sont venus de d'autres équipes. On ne citera pas de nom, mais ils ont récupéré pas mal de gens qui viennent de d'autres équipes qui étaient en hypercar. Et donc, il faut que tout ça se prenne, hein. Il y a une base qui a été établie à Charlotte dans les locaux de Haas. Et donc, la première sera à Daytona, les 24 heures Daytona. Et puis, la grosse aussi nouveauté, mais qui est pas spécifique à BMW, c'est le nouveau pneumatique Michelin, hein, en GTP, qui sont aussi une nouveauté et où là, tout le monde travaille là-dessus avec une mise en température bien plus rapide que les anciens pneus qui n'avaient pas été développés justement pour que les pilotes puissent partir en pneus froids, ce qui là n'est pas le cas. Et franchement, si on peut faire juste un petit aparté, si tu veux, sur les pneumatiques, je vais être honnête, c'est pas parce que c'est Michelin et que c'est français, j'ai pas trouvé un seul pilote encore qui m'a dit quelque chose de négatif sur les nouvelles gommes. Mise en température plus rapide, pas piégeux, franchement, là les pilotes, alors évidemment, la température, si tu veux, est quand même assez chaude. On verra ce soir, parce que tu as une séance de nuit samedi soir, enfin nuit, on va dire en nocturne, début de nuit. Fin de journée, ouais. Ouais, parce qu'ici, vu que l'heure a changé aussi, donc il fait nuit à 17h30 si tu veux, donc la nuit tombe vite. Mais il y a une séance un peu en nocturne, donc on verra avec des températures un peu plus fraîches. Puis c'est surtout Daytona où il y aura en janvier, où il y aura des températures encore plus froides normalement pendant la nuit. Mais jusqu'à présent, les pneus, partout tu vas demander, chez les différents constructeurs que tu discutes, chez Aqua, chez BMW, chez Cadillac, chez Porsche, franchement, il n'y a rien à dire et chez Cadillac, il n'y a rien à dire de négatif là-dessus. Cadillac, justement, Laurent, peut-être la GTP qui a le plus évolué visuellement parlant de ce qu'on a pu voir avec ce fameux aileron arrière voilà, très abaissé qui a beaucoup changé. On va pas tout dévoiler, Laurent, puisqu'on a un article qui arrive sous peu sur un petit peu les secrets de cette version 2026 de la V-Series.R. On vous encourage d'ailleurs, en revenant sur BMW, à aller lire celui que nous avons déjà publié sur le site internet d'Endurance Info, où vous retrouverez toutes les explications en interne de chez BMW. Et Laurent, donc cette Cadillac qui a évolué de façon assez significative, visuellement parlant. Je ne sais pas ce que tu as pu avoir comme premier retour des pilotes. Ça a l'air dans le bon sens. Enfin, celui avec qui moi j'ai discuté le plus, c'est Louis Delétraz, qui était ravi de la première journée d'essai. Il y a aussi un changement aussi au niveau du manufacturier pour le système de freinage, puisqu'ils ont fait un peu ce que BM a fait il y a un an, où là ils sont passés totalement en Brembo alors qu'avant ils étaient chez Carbon Industries. Donc là aussi, il y a aussi du travail. Tout le monde, en plus, va continuer un petit peu les essais Cadillac aussi. Alors, contrairement aux autres qui vont pas mal rouler à Sebring, là, dans la foulée, là, des essais de Daytona, Cadillac va prendre une autre direction, parce que Cadillac va aller à Austin, puisque l'idée pour tester ces nouvelles Evo, c'était plus d'aller les tester sur un circuit un peu plus on va dire contemporain plus que Sebring où il y a beaucoup de boss. Donc on a préféré aller à Austin et je crois que les trois Cadillacs seront présentes sur des essais à Austin incessamment sous peu. Oui, en plus, forcément, le fait d'être à Austin donnera des données importantes pour Jota, hein, puisqu'on rappelle qu'Austin accueille le championnat du monde d'endurance, dans lequel Jota est intégré. Laurent, pour le GTP, on va conclure par Porsche, avec une voiture qui évolue également, peut-être un peu plus légèrement. Est-ce que déjà, qui tu as pu voir dans cette fameuse 963, qui, on rappelle, sera toujours engagée en IMSA, mais plus en WEC? Pour être honnête, là, les discussions autour de Porsche, alors oui, il y a l'histoire des Evo, mais la discussion, c'est de savoir qu'est-ce que va faire Porsche l'année prochaine pour le WEC et pour les 24 heures du Mans. C'est un peu ça le sujet de conversation, plus que le côté des Evo, sachant que les deux Penske ont les Evo et celle de JDC qui roule et qui a fait un bon temps hier, elle n'est pas équipée des Evo. Laurent, on va passer au LMP2. Tu as pu voir évidemment quelques nouveautés dans ce peloton LMP2. On rappelle que côté français, TDS Racing sera toujours de la partie l'an prochain, mais avec un équipage 100% renouvelé. Hein. Fini le trio que nous avions vu ces 3 dernières années, hein, avec Steven Thomas, Hunter McElrea et Mikkel Jensen. Mikkel Jensen qui passera notamment chez United Autosport pour les 24 heures de Daytona. Laurent, ce plateau LMP2, encore une fois, est conséquent et une ossature toujours aussi importante, hein, pour l'IMSA. On se souvient qu'aux 24 heures du Mans, John Doonan nous avait dit que le LMP2 resterait soutenu par évidemment le championnat américain au vu de la bonne forme du plateau. Ouais, exactement. Et on vous encourage à lire quand ce sera en ligne. On a vu qu'hier, on a passé pas mal de temps avec John Doonan. Et justement, on lui a forcément posé la question, quid du futur du LMP2? Donc, je vais pas spoiler l'article, hein, il suffira il suffira d'aller le lire. Mais oui, oui, le P2, clairement, ça va continuer aux États-Unis. Et là aussi,
Les pilotes sont ravis de la voiture actuelle, qui est toujours compétitive, et tous les pilotes, que ce soit des pros ou des gentlemen, prennent encore vraiment leur pied dans l'Oreca 07. Je vais pas citer de nom pour mettre personne mal à l'aise, mais j'ai trois pilotes avec qui j'ai pu échanger qui réfléchissent à aller en hypercar et qui sont pas sûrs de vouloir franchir le pas parce qu'ils sont tellement bien en P2, tu vois. Donc parce qu'il n'y a pas de BOP et parce que c'est plus le côté racing, le côté sport et que t'as moins le côté loterie d'être là, de pas être là, donc tu sais pas trop. Et non, franchement, le P2, c'est la valeur sûre, donc je sais pas ce qui va arriver, parce qu'il y a une nouvelle P2 quand même qui est en cours de gestation, même si pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Mais ouais, clairement, le P2 fait partie des options sur l'avenir en IMSA, sans aucun doute. Et on conclut Laurent avec le GT3, donc on le rappelle séparé en GTD Pro et GTD pour ce qui concerne l'IMSA. Là encore pas mal de voitures qui évoluent en 2026. On rappelle que la Ford Mustang, la Porsche 911 GT3R et la Ferrari seront en version Evo. Laurent, de ce que tu as pu voir sur ces voitures, bon évidemment la Ferrari nous l'avions vu en marge des 24 heures de Spa et nous avions publié un article assez détaillé sur les évolutions apportées sur cette version Evo 2026 qui elle est disponible également en kit pour les voitures actuelles. Peut-être Laurent un mot sur la Ford et la Porsche que tu as cette fois pu voir de près, hein, contrairement à la Ferrari que nous avions vue. Est-ce que c'est des évolutions majeures sur ces deux voitures? Je pense que la Porsche c'est vraiment des évolutions, ça se voit visuellement parlant. La Ford, bah, t'as les flaps à l'avant que t'avais pas sur le précédent modèle. T'as l'arrière aussi qui a été un peu modifié, mais pour l'instant chez Ford, on reste très très discret sur le côté des Evo parce qu'on n'a pas communiqué, sauf sur le fait qu'on allait apporter une Evo. D'ailleurs, celle de Mayer, Riley, quand elle est arrivée ici, était pas équipée des Evo, donc on a bossé pour l'équiper. Alors, je suis même pas sûr qu'elle soit équipée à 100% au niveau des Evo 2026. Et Ford se cherche encore un petit peu avant de communiquer réellement sur ce qui a été apporté au niveau des Evo. On va voir Mike Rockefeller normalement en fin de journée, donc peut-être qu'on va en savoir plus, mais même si je serais étonné qu'il parle beaucoup, mais voilà pour ça. Et mais la plus grosse Evo, elle est chez Lamborghini parce que là, c'est pas une Evo, c'est une nouvelle voiture carrément avec la Temerario qui débute aux États-Unis. C'est ça, c'était la suite effectivement du propos. Il y a 3 Evo, on va dire, et une vraiment toute nouvelle. Et donc, qu'est-ce que tu as pu penser de ce premier coup d'œil, on va dire, à cette Temerario? Je l'ai pas entendu parce que hier, elle a pas roulé parce que hier, il y avait collé GTP et les P2, donc elle est partie en piste ce matin. Mais là aussi, pour avoir discuté avec les pilotes, alors eux disent qu'on est bien dans une Lamborghini, tu vois, tu retrouves un peu le côté Lamborghini de l'Huracan GT3 Evo 2. Mais ce qui change, c'est le moteur. On rappelle, hein, Laurent, on passe d'un V10 à un V8 suralimenté. Et ça, et ça évidemment, ça couine un peu parce que c'est pas le même, enfin, c'est pas la même sonorité. Et ça, il faut s'y habituer. Et maintenant, Lamborghini sort d'un test au Paul Ricard d'endurance qui s'est, selon ce qu'on a pu récupérer comme info, bien passé. C'est le châssis de dev qui était au Paul Ricard qui roule ici. Parce que PFAF sera la seule équipe en IMSA GTD Pro à faire rouler la Temerario GT3, mais qu'à partir des 12 heures de Sebring et pas aux 24 heures de Daytona où il y aura toujours l'Huracan. Donc, écoute, ça semble vraiment prometteur. Ils vont rouler là en début de semaine à Sebring avec la Temerario. Le fameux test qui avait été précédemment annoncé, effectivement. Et là, bah maintenant, le truc, c'est que t'auras pas, il y aura pas 50 Temerario GT3 l'année prochaine en compétition à travers le monde. Donc, tu vois, t'en auras quelques-unes pour le GT World Challenge Europe, un peu pour le DTM. Une ici. Et après, peut-être une en Super GT parce que G-Lock, qui est quand même un client fidèle, tu vois, de Lamborghini, peut peut-être arriver à en récupérer une en cours d'année. De toute façon, Laurent, il y avait un mix hein, qui était annoncé hein, par Lamborghini. La saison 2026 était forcément une transition entre les deux modèles. Ouais, exactement. Avant d'avoir plus de voitures en 27 et aussi la Temerario Super Trofeo. Mais oui, oui, l'année prochaine, t'auras forcément un mix et je crois que les Temerarios seront engagés uniquement en pro. Enfin, c'était le deal initial, tu vois. Donc, est-ce que ça va évoluer en cours de saison? Parce que je sais qu'il y a des équipes qui mettent quand même un peu de pression pour en avoir une hors classe pro. Mais pour l'instant, c'est vraiment la classe pro qui sera dominante. Laurent, on a fait un peu le tour donc de la partie classique et de la partie moderne de cette semaine ou cette quinzaine floridienne concernant Daytona entre Daytona classique et donc l'IMSA Sanction Test qui se dispute encore aujourd'hui samedi 15 novembre sur le circuit de Daytona. On vous
vous invite évidemment à lire, Laurent, tous les articles que tu publieras au fur et à mesure des prochains jours et des prochaines semaines sur Endurance Info pour passer en revue ces nouveautés dont nous avons esquissé les grandes lignes sur ce podcast, sur ce numéro de Track Limit by Minerva Oil. On vous donne, nous, rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro qui, selon toute logique, sera bien celui rétrospectif des 8 heures de Bahreïn et la fameuse finale du championnat du monde d'endurance qui a sacré Ferrari et où Porsche a disputé sa dernière épreuve à ce jour en WEC. Et pour cela, je serai avec Thibaut Villemont. Logiquement, le numéro sera en ligne la semaine prochaine. On vous invite donc à être un tout petit peu patient et à être au rendez-vous la semaine prochaine pour ce numéro de Track Limit by Minerva Oil. Laurent, merci. Bonne fin de séjour en Floride. Et puis, on se donne rendez-vous très vite sur Endurance Info et sur les différentes plateformes pour un nouveau numéro de Track Limit. Merci, à bientôt, bye bye.